OK. Excellent. Ben, merci beaucoup. Alors, je suis vraiment désolé. Je voulais d'abord m'excuser de faire ce midi conférence-là à distance parce que ben, je suis actuellement à Québec et je viens de finir une présentation et c'était un peu court pour moi de faire le trajet pour Montréal pour être avec vous. Donc, malheureusement, on a dû faire cette présentation à distance. Donc, je voulais m'excuser pour cela. Donc, j'espère quand même qu'on va pouvoir se recroiser dans les couloirs et puis pouvoir discuter plus en détail de ce que je vais vous présenter. Aujourd'hui, bon, ça va être plus ou moins, on va dire, une conférence, présenter un peu le contexte dans lequel je travaille actuellement sur le domaine de la santé. Ça veut dire particulièrement les données de vie réelle et voir en fait tout ce qui est système de représentation des connaissances hein, qu'on peut appeler de façon résumée des standards qui permettent en fait de manipuler concrètement la donnée de santé. Alors, pour me présenter rapidement, alors, moi, je suis médecin de formation. Hein, j'ai obtenu ma thèse de médecine en 2014. Après, j'ai fait une thèse de sciences en santé publique grâce à un concours qui a permis de financer cette thèse de sciences-là. J'ai travaillé comme médecin généraliste, premièrement dans un centre médical, parce que pour la petite histoire, pour vous parler de moi, bon, le but de ces midi-causeries aussi, c'est d'apprendre un peu plus sur moi-même, là, c'est parce que j'ai voulu devenir prêtre quand j'étais tout petit. Donc, j'étais passionné par l'action de certains prêtres, qui étaient notamment les pères camiliens, qui avaient pour vocation de soigner les gens. Donc, je commençais, je suis parti chez eux, là, mais je n'ai pas fini pour diverses raisons. Je pense qu'on ne rentrera pas dans les détails des raisons pour lesquelles je n'ai pas fini par être prêtre. Mais en fait, oui, donc quand j'ai fini ma médecine, j'ai directement commencé à travailler avec eux parce qu'ils s'intéressent à des populations défavorisées, etc. C'est des choses qui me parlent à moi, là, donc j'ai commencé à travailler pour eux comme médecin généraliste. Après, quand je faisais ma thèse de sciences, je commençais à être moniteur d'enseignement, puis j'organisais des séminaires dans le cadre de l'équipe de recherche en informatique appliquée en santé. Puis je suis allé au NIH comme chercheur invité. J'ai dû écourter mon séjour pour venir à Montréal par choix. Là. Et puis après, depuis, je suis professeur adjoint à l'école de santé publique et je travaille en fait sur les données de santé en général. Et pour vous poser en fait certaines problématiques, pourquoi les données de santé? C'est parce que pourquoi j'ai décidé de faire de l'informatique de santé? J'en parle parce que tout le monde me pose cette question en tant que médecin. Qu'est-ce qui t'intéresse à vouloir faire déjà de la santé publique? Il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord en tant que médecin qu'on aille faire de la santé publique. Il faut faire une discipline clinique et puis soigner des gens. Pourquoi faire de l'informatique? C'est parce que pour moi, véritablement, la qualité des soins, parce que moi, j'ai été formé dans une médecine dite des médecines des maîtres, des médecines des avis. On faisait confiance au maître. Quand le maître prend la décision clinique, c'était ça qui était vrai. C'est une médecine des avis. Quand le gynécologue dit pour un cas gynéco, c'est ça, la solution, c'est ça qui était vrai. Moi, je n'étais pas très à l'aise avec cette stratégie. Et en fait, il y avait de plus en plus des problématiques du type médecine basée sur les preuves, des choses comme ça qui commençaient à apparaître, qui commençaient à prendre de l'ampleur. Et c'est par ça, en fait, je me suis lancé premièrement sur la donnée. En fait, je me suis rendu compte rapidement que la donnée elle-même doit être améliorée à travers une stratégie de médicalisation très claire, hein, les technologies, parce que les médecins parfois ont tendance à vouloir devenir des techniciens alors que ce n'est pas le but. Les techniciens n'ont pas pour but de devenir des médecins, mais avoir cette caractéristique pluridisciplinaire, c'est d'envoyer un regard nouveau sur les données de santé en général et puis sur les technologies qui sont déployées. En fait, c'est ce que j'espérais pouvoir avoir là comme formation et comme expertise. Et donc, j'essaie de conjuguer une technicité à la fois des connaissances du domaine, des technicités de manipulation de la donnée pour mieux mobiliser la donnée en santé. Donc, quand on parle de données de vie réelle, c'est quoi? C'est avant tout ça, un processus très complexe de genèse de la donnée. Pourquoi nous avons des données qui sont imparfaites, incomplètes et qui ne disent pas en fait de la réalité de l'état de santé du patient? Pourquoi? Parce que quand j'essaie de capturer de l'information par rapport à mon état de santé, ma réalité de santé, là, que j'essaie de capturer à travers de la donnée, quand on interagit en tant que praticien, on sait qu'on n'a pas les informations justes provenant du patient. Parce que le patient utilise premièrement des mots pour décrire son état de santé. Il ne dit pas toute l'information, soit parce qu'il ne veut pas, soit parce qu'en fait, il ne sait pas que nous avons véritablement besoin de cette information-là en tant que praticien pour pouvoir le prendre en charge. Et en fait, il utilise des outils aussi qui vont capturer
comment on appelle ça, des informations sur son état de santé, qui ne sont pas forcément des informations justes, mais quand même qui témoignent d'un certain niveau de santé. Et nous avons toutes ces informations en tant que praticien que nous devons utiliser pour prendre en charge en fait le patient. Et pour le praticien, en fait, il utilise en fait un mécanisme pas toujours très clair là de diagnostic pour la prise en charge. Il se base sur l'expérience, certainement sur ses connaissances du domaine, etc. Mais il peut avoir des erreurs de diagnostic, il peut avoir des erreurs d'interprétation, il peut même avoir des erreurs de requête thérapeutique ou d'exploration. Donc, et tout ça, par contre, va être documenté. Le praticien lui-même va le documenter, va demander à quelqu'un d'autre de le documenter. Une grande stratégie de perte d'information aussi dans ce parcours-là. Il y aura une imperfection de la documentation parce que le praticien va décider que cette information pour l'instant T n'est pas utile que je la documente. Là, je documente juste l'élément nouveau, oubliant qu'en fait, en documentant toutes les informations sur le patient, c'est nécessaire pour l'utilisation après. Et parfois, en fait, ce n'est pas le praticien lui-même qui fait la documentation, c'est d'autres acteurs qui vont intervenir, des archivistes, etc., qui vont documenter cette information-là. Et en fait, on aura des stratégies plus ou moins incomplètes. Après cette stratégie de documentation, nous aurons des stockages, croiser de l'information avec d'autres types d'informations qui existent. Les gens vont faire des requêtes plus ou moins complètes pour extraire de l'information. Les requêtes ne seront pas parfaites, ils n'auront pas accès à toute l'information et cette information qui était déjà incomplète du fait même de son processus de collecte. Pourtant, il faut croiser toutes ces informations-là pour être capable d'avoir une vision complète, une perspective complète de l'état de santé, de la réalité. Donc, voilà, c'est cette réalité de la donnée de vie réelle qu'il faut présenter. La seule façon de les utiliser de façon conjointe, de pouvoir les standardiser, les utiliser tous ensemble, c'est en utilisant des standards. Alors, c'est quoi on appelle les standards? Moi, je les appelle des systèmes d'organisation des connaissances ou des systèmes de représentation des connaissances. Il y en a une grande variété. Il y en a qui sont très peu structurés, qui vont se résumer parfois à des mots, des vocabulaires contrôlés, etc. Et ils auront au grand maximum des hiérarchies entre elles. C'est là on va parler le plus souvent de terminologie, de vocabulaire contrôlé également et de classification, parce que c'est très peu structuré. D'autres, par contre, seront très structurés, ils vont représenter différentes hiérarchies, mais également des relations complexes entre ces différentes hiérarchies. Là, on va parler à ce moment d'ontologie. Alors, ça peut être beaucoup plus complexe que ça, mais en fait, j'aime bien cette dichotomie de présentation parce que ça simplifie un peu l'accès à ces différents systèmes de connaissances-là. Et là, on se demande comment est-ce qu'on pourrait les utiliser en réalité dans le domaine de la santé. De façon simple, on les utilise comme système de codage. Ça, c'est assez facile là parce que avec un code, je peux représenter une notion clinique, quelle que soit ses abréviations, quelle que soit la langue dans laquelle elle est décrite. Excusez-moi. Voilà. Quelle que soit la langue dans laquelle elle est décrite, quelles que soient aussi les erreurs d'orthographe qui pourraient être présentes en fait dans ce système de représentation des connaissances. Le problème, c'est que nous pouvons avoir, avec ces systèmes-là, ce qu'on appelle un polymorphisme du codage. Le polymorphisme du codage, c'est quoi? Parce que les systèmes n'étant pas parfaits, je peux choisir un code et quelqu'un ne peut pas choisir un code par rapport à la réalité du patient. Donc, ça fait une grosse perte d'informations. C'est le cas, par exemple, le code E12 qui va parler du diabète mellitus. Et en fait, quand on utilise, par exemple, la classification internationale des maladies, ce code E12-là signifie que vous n'êtes pas dans un état de grossesse. Si vous avez une grossesse, il faut utiliser un autre code pour faire l'encodage. Est-ce que, en fait, si vous avez ce code-là, cela signifie que vous n'êtes pas forcément enceinte? Ce n'est pas toujours vrai. D'accord? C'est peut-être parce que celui qui a fait le codage n'a pas l'information sur votre état de santé, qui n'a pas l'information sur votre état de grossesse, et que vous-même, au moment où vous avez rencontré le praticien, vous n'avez pas pris en compte cette possibilité d'être en état de grossesse au moment où vous interagissiez avec le praticien. Donc, on commence à voir la difficulté d'utiliser en fait ce système de représentation des connaissances-là, même manuellement, pour encoder les informations. Après, nous avons aussi une certaine hétérogénéité dans les données qui sont dans les systèmes de représentation des connaissances, parce que pour une même notion clinique, je peux en avoir plusieurs qui vont décrire exactement la même chose. Nous avons donc pour décrire un cancer primitif du sein, je peux utiliser soit par exemple la SNOMED-CT ici, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, je peux utiliser soit la SNOMED-CT ici, soit je peux utiliser la disease ontologie pour représenter, ou je peux utiliser la classification internationale des maladies pour l'oncologie pour
juste être capable d'écrire exactement la même chose. Donc, on perd un peu cette capacité de transfert de la donnée là, grâce au standard, même du fait justement de cette hétérogénéité-là qui existe. Donc, ça, c'est sous-pesé en fait en recherche pour savoir exactement ce qui est en train de se passer. Et, donc, moi, je prends l'exemple de ce que l'équipe de Stefan Schultz en Autriche a mis en place. Il s'agissait d'un projet européen qui s'appelait ACCT, avec un système de représentation des connaissances très connu qui s'appelait la SNOMED-CT. En fait, ce sont tous des experts de la SNOMED-CT, tous des médecins, spécialistes en informatique médicale. Ils sont mis tous ensemble et ils ont pris des données patients, ils ont décidé de les encoder avec la SNOMED-CT. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont rendus compte que l'accord entre eux est très, très faible. Alors là, on parle de spécialistes du domaine qui ont participé à la construction de ces standards-là, etc. Et on voit que même dans le cadre de l'utilisation en vie réelle de ces données pour standardiser l'information, il existe un peu d'accord entre eux. Donc, on commence à comprendre un peu les enjeux quand on sait qu'en plus de cela, pour un seul, il y a des difficultés. Quand on a plusieurs, en fait, ça devient compliqué. Encore plus quand nous avons des systèmes qui peuvent représenter exactement la même chose, pourtant ils sont totalement, comment on appelle ça, ils ont des niveaux de complexité différents. Alors, ce beau schéma-là, c'est pour représenter en fait la même chose, une tumeur maligne primitive du duodénum. Ça, en vert, nous avons comment est-ce que la complexité avec laquelle c'est décrite dans la SNOMED-CT, une ressource de référence dans ce domaine-là. Ici, nous avons, comment on appelle ça, différentes possibilités de la décrire en utilisant en fait la classification internationale des maladies ici. Et enfin, en noir, nous avons la disease ontologie qui décrit exactement cette même notion clinique-là, qui est tumeur maligne primitive du duodénum. Alors, pour réconcilier tout ça, en fait, en plus du polymorphisme du codage et l'hétérogénéité, nous avons des possibilités de réaliser des alignements. Et les alignements, c'est pourquoi? C'est parce que les gens se sont dit, écoutez, les terminologies de référence, c'est difficile à utiliser, hein, comme la SNOMED-CT, c'est ce qui a été prouvé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accélérer l'utilisabilité en créant ce qu'on appelle les terminologies d'interface. Et les terminologies d'interface, ça utilise des mots très proches du vocabulaire du quotidien, en fait, des praticiens. Et ça leur permet d'entrer plus facilement les données en termes d'utilisabilité. Mais en fait, parce que c'est des mots très proches et des codes très proches de ce qu'ils utilisent en termes d'interopérabilité à l'échelle nationale ou internationale, ça pose problème pour croiser en fait en réalité les données. C'est pourquoi en fait on utilise à côté ce qu'on appelle les termes dites de référence parce qu'ils utilisent les termes validés du domaine, ils facilitent ce partage d'informations là et cette interopérabilité. Donc, dans le cas de cet article que je vous présente rapidement, là, c'est une terminologie de référence un peu mise en avant un peu partout dans le monde qui s'appelait la LOINC. Et nous sommes partis à partir des données du CHU de Bordeaux, parce que le CHU, dans le cadre d'une restructuration nationale, devait intégrer d'autres hôpitaux dans son giron. Ça s'appelait des groupes hospitaliers de territoire. Là. Donc, ils devaient partager les informations entre eux. Et le processus d'informatisation ne s'est pas fait au même moment. Donc, au CHU de Bordeaux, ils se sont informatisés très tôt avec des vieux systèmes. Donc, ils étaient limités, en fait, en termes d'espace, de création, c'est juste les interfaces papier, les formulaires papier qui ont été informatisés en réalité. Donc, ils étaient limités en termes d'espace pour créer, en fait, les libellés pour les examens de laboratoire. Donc, en fait, il y a des abréviations qu'un médecin ou un technicien a fait assez rapidement, sans support, là, pour que ça entre dans le champ d'entrée des données qui avait un nombre de caractères très limité pour l'époque. Hein. C'était il y a quelques dizaines d'années de cela. Donc, ça a été utilisé. Des médecins se sont habitués à utiliser les codes. Là, quand ils voient ces codes-là, ça leur parle d'emblée parce que beaucoup ont été formés avec ces codes, avec ce système de laboratoire. Ils n'ont plus de problème avec ce code-là. Et en fait, c'est très facile pour eux. Donc, ça s'appelle une terminologie d'interface. C'est facile pour eux, mais pour nous, ça signifie absolument rien du tout. Donc, quand c'est arrivé le moment d'intégrer cela avec d'autres laboratoires, notamment dans le cadre de la fusion, qui se sont informatisés beaucoup plus tardivement avec des technologies beaucoup plus avancées, c'est plus compliqué parce que les médecins n'avaient aucune envie qu'on change leur système parce qu'ils l'utilisent, ça fonctionne très bien. Le changer juste pour le changer, pour une informatisation, pour
ce n'était pas en fait leur objectif. Donc, qu'est-ce que nous on a fait? On a essayé donc de transformer ces libellés-là pour pouvoir les aligner à une terminologie de référence qui va faire le pont entre ces différents systèmes-là. Donc, on a fait cela avec Loink. Donc, on a mis en place des algorithmes de traitement automatique de la langue pour générer à nouveau le texte auquel se correspondait en fait euh, correspondaient ces différentes abréviations-là pour enfin retrouver automatiquement le code Loink auquel ça pourrait correspondre. Ça, ce sont les stratégies d'alignement qui en fait soutiennent en fait ce processus et règlent un peu le processus d'hétérogénéité des données en utilisant des références comme support et en faisant des alignements vers eux. À côté de ça, comment on utilise les outils des systèmes de représentation des connaissances en faisant ce qu'on appelle de la recherche d'entités nommées. La recherche d'entités nommées, c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'on produit beaucoup de textes libres dans le domaine de la santé. C'est des données intéressantes qu'il faut extraire et utiliser. C'est des données de vie réelle qu'il faut avoir. En faisant la recherche d'entités nommées, ça nous permet en fait de standardiser plus ou moins le processus de texte libre que l'on pourrait avoir. Donc, grâce aux ressources que l'on a développées ici, en fait, c'est des ressources décrivant le médicament qu'on utilise et puis on appelle aussi le Unified Medical Language System. Je suis capable de regarder dans le texte libre et dire, écoutez, je sais exactement à quoi correspond ce mot-là. Ce mot correspond à une substance. Ici, ce mot correspond à un dosage, ce mot correspond à une forme et ça correspond à une maladie. Je retrouve ces informations dans le texte libre. Ça correspond en réalité à un système de représentation de connaissances. Je peux même avoir des couples de plusieurs mots là qui vont décrire en fait des éléments beaucoup plus complexes. Une fois que ça c'est fait, je peux identifier parce que je sais que Ramipril c'est une substance et que Ramipril 2,5 mg tablette, c'est un médicament. Je peux retrouver le code dans une substance, dans une ressource de référence qui correspond exactement à ce code-là. Donc, on passe par exemple à une reconnaissance d'entité nommée à exactement à quoi correspond l'entité. Ça veut dire ici, c'est de la Ramipril, c'est une tablette, c'est un infarctus du myocarde en SNOMED CT, c'est le code total du médicament dans une ontologie que nous avons développée avec un code du dosage, même si ça n'utilise pas exactement les mêmes mots, etc. On le fait automatiquement. Alors, comment est-ce que, en fait, toutes ces stratégies d'alignement, de reconnaissance d'entités nommées sont réalisées? Ça utilise différentes stratégies. Comme le codage, ça peut se réaliser manuellement. Alors, je peux faire des alignements manuels, ça prend du temps, mais je peux le faire. Je peux faire aussi, utiliser des approches classiques de traitement automatique de la langue, hein, calculer les similarités avec du Levenstein, du Sondex, etc. Il y a plein d'algorithmes très intéressants que l'on peut utiliser pour pouvoir faire ces alignements et pouvoir faire cette intégration. Il y a aussi des algorithmes d'apprentissage machine dans le traitement automatique de la langue, la vectorisation des mots, des modèles de transformation basés sur la langue, etc., qui peuvent exister, en fait, qui permettent, en fait, d'extraire de la donnée facilement et de procéder à l'alignement de ressources terminologiques de façon facile. Mais à côté de ça, il y a tous les déterminants organisationnels de l'utilisation des ressources sémantiques, notamment particulièrement les facteurs organisationnels de la production des données. C'est qui réalise le codage? Je vous ai dit que, par exemple, que même avec des experts difficiles, quand on réalise le codage, il y a une perte d'informations, il y a une perte de qualité de données. Donc, si c'est des médecins qui codent, c'est plus ou moins différent que ce sont des archivistes qui codent. C'est des gens qui ont été à côté du patient quand ils l'ont traité ou c'est des médecins qui ne sont pas à côté du patient qui ont réalisé le codage. Alors, tous ces éléments-là influent potentiellement sur la qualité de la donnée produite, même si on utilise des standards. Et comme les standards sont très difficiles également à utiliser, on doit utiliser des outils techniques de support là, pour faciliter cette utilisabilité des standards là. Et ce sont de gros déterminants autour de cela, même si en général, il faut aussi améliorer la qualité des ressources même que l'on utilise, parce qu'on sait qu'on n'a pas encore une maturité suffisante pour faire ça. Donc, ça, c'est juste pour vous présenter plus ou moins le contexte là, de comment est-ce que ces systèmes de représentation des connaissances sont utilisés pour la donnée de vie réelle, quels sont les enjeux qu'ils soulèvent quand on veut les utiliser, quelles sont les techniques que l'on peut utiliser aussi pour cela. C'est pourquoi, en fait, à travers le laboratoire de transformation numérique en santé, nous avons quelques financements qui nous permettent de faire quelques projets et pour soutenir cela. Nous avons premièrement le projet Attache qui est financé en partie par IVADO, pour à peu près un peu plus d'une année, qui vont nous permettre de valider des ressources terminologiques et ontologiques que nous avons développées nous-mêmes, normalement, précisément au service, une ontologie canadienne du médicament, parce que nous n'avons pas encore une ressource sémantique, nous n'avions pas à l'époque, avant que nous construisions la nôtre, une ressource sémantique qui permet de décrire de façon non ambiguë le médicament.
Nous avons aussi GraphLoink, qui est une version, on va dire, avancée de la Loink que nous avons publiée, que nous essayons d'opérationnaliser au niveau du Canada. Nous voulons vérifier qu'en fait, elle s'accorde bien sur les données de santé et des résultats de laboratoire. Et on a eu un sous-financement à travers le IVADO grâce au PRF3. Nous avons aussi l'ambition de vérifier, comment on appelle ça, la standardisation des données, quel que soit le niveau de littératie. Nous avons reçu un financement grâce à une collaboration avec une entreprise qui s'appelle Factually Health, qui va nous permettre en fait de standardiser des données dans le web. Ce n'est pas des données de santé, là, pour montrer qu'en fait, avec des standards, on peut réconcilier différents niveaux de littératie, être capable de vérifier des sources crédibles sur Internet, et également être capable de faire du fact-checking du contenu parce que nous serons capables de voir sur les pages Internet, retrouver les correspondances dans des articles scientifiques en utilisant comme support ce système de représentation des connaissances-là. Et à côté de ça, nous avons aussi un projet qui n'est pas encore financé, mais je pense que ça devrait se faire assez rapidement avec l'entreprise Nosotech pour pouvoir intégrer les examens de laboratoire du Québec, là, à travers cette entreprise qui a reçu un mandat du ministère de la Santé. Et nous allons utiliser justement GraphLoink que nous sommes en train de valider là, pour voir comment est-ce que nous serons capables de standardiser les examens de laboratoire à travers tout le Québec. Donc, pour cela, en fait, il y a une belle équipe au niveau du laboratoire de transformation numérique en santé. Je vais vous présenter ceux qui interviennent principalement dans ces trois projets-là, dans ces trois projets que je vous ai présentés. Nous avons premièrement Alexandre Ayotte qui nous a rejoint, qui est financé grâce au projet Attache. Alexandre est spécialisé en mathématiques et en informatique. Il a un baccalauréat en informatique et il a fait une maîtrise un baccalauréat en mathématiques et fait une maîtrise en informatique. Il est spécialisé en apprentissage profond et multitâche. Et il va intervenir principalement dans le projet avec Factually Health pour vérifier le niveau de littératie sur les pages web. C'est dans le cadre de ce projet-là, il est financé. Il a un très grand background en imagerie, mais pour l'instant, il s'intéresse aussi au traitement automatique de la langue. Donc, ce sont des technologies transverses là, et puis il les utilise très bien à travers cela. Alors, nous avons aussi Devlin Dos Anjos qui a rejoint notre équipe comme stagiaire postdoctoral. Il va travailler notamment dans le cadre de projet Attache. Il est financé dans ce cadre-là. Il spécialise en IA, en apprentissage machine, également en tableau de bord. Et en fait, il nous aide dans le processus de validation des ressources sémantiques que nous avons développées et leur alignement à d'autres ressources de référence. Alors, il y a James Liang qui travaille aussi avec nous comme assistant technique. Il est très, très jeune. Il fait partie de cette nouvelle génération d'informaticiens, des jeunes geeks, comme on les appelle, super fort en termes de programmation informatique, très intéressant en termes d'apprentissage machine, d'apprentissage profond. Il est très enthousiaste. Franchement, il nous fait gagner beaucoup de temps, là, pour dire la vérité, parce qu'il a une capacité de codage assez impressionnante, là, parce que moi, pour la petite histoire, moi, je ne savais pas écrire une seule ligne de code quand j'ai commencé ma maîtrise en informatique de santé. Vous me direz donc pourquoi j'ai décidé de faire une maîtrise en informatique de santé si je ne sais pas écrire une ligne de code, mais eux, c'est une nouvelle génération de gens qui codent souvent très, très jeunes. Donc, en fait, ils ont des réflexes beaucoup plus rapides en termes d'implémentation. En fait, il faut leur ajouter un peu de méthode là, mais en termes de technologie, c'est quand même très, très avancé. Nous avons aussi Azadeh Bayani qui rejoint notre équipe. Elle est étudiante en la maîtrise en médecine computationnelle dans le département de médecine. Alors, elle a aussi une maîtrise en informatique de santé. Elle est d'origine iranienne. Elle fait du génie informatique et de la science de données, de l'apprentissage machine et de l'apprentissage profond. Et elle va intervenir essentiellement dans le projet avec Nosotech que nous sommes en train de mettre en place, mais également dans le projet de standardisation des données que nous sommes en train de faire avec Factually. Alors, nous avons aussi Christine Pana, que je co-dirige comme étudiante au doctorat avec Aude Motolski, qui co-dirige avec moi le laboratoire transformation numérique en santé. Et, elle s'intéresse à la transformation numérique en général, hein, tous les facteurs organisationnels, les déterminants qui sont nécessaires à comprendre l'utilisation des standards, quels sont les profils qui sont présents pour produire de la donnée de qualité. C'est quelque chose qu'elle fait là, et elle est en deuxième année de thèse, et puis ça avance quand même très, très bien.
Alors, quel est le futur là? En plus de ces projets, nous sommes en train de voir comment standardiser du texte libre. C'est beaucoup de travaux qui sont faits par des entreprises telles que Google, etc. Nous voulons voir une fois que les systèmes de représentation des connaissances que nous avons développés sont validés et peuvent être réutilisés en pratique clinique, comment est-ce que nous pouvons représenter du texte libre directement à partir de systèmes de représentation de connaissances plutôt que de passer par l'étape de recherche d'entités nommées, etc., mais faire directement de la représentation d'entités nommées. C'est vraiment le futur, moi, je pense, là, en termes de flexibilité, de facilité d'entrée des données, parce que les praticiens n'auront plus qu'à entrer du texte libre, n'auront plus cette préoccupation de coder de l'information, de chercher où se trouve le bon code pour choisir. Ils ont juste à entrer l'information et on aura juste le processus qui va transformer ça en modèle graph pour être capable d'extraire plus facilement de l'information parce que ça sera standardisé de base. Donc, on essaie encore de réfléchir sur le niveau de maturité de cette approche parce que le plus important, ce n'est pas de créer un nouveau truc, là, parce que les technologies, comme vous avez vu, ça, c'est un papier de Google là, que Google a rendu disponible. Mais nous pensons quand même qu'il y a quelque chose à réfléchir à l'intérieur et voir comment les systèmes de représentation de connaissances peuvent se transformer à travers le graphe de connaissances qui est extrait à partir du texte libre. Comme je vous ai dit, les déterminants, c'est quelque chose d'assez important. Donc, il faut voir, pour la petite histoire, la classification internationale des maladies, dans sa 10e version, c'était l'ancienne version, a eu 30 années d'existence. Aux États-Unis, malgré les 30 années d'existence, ce n'est uniquement qu'en 2019 qu'ils ont pu l'implémenter. Ça veut dire qu'il y a des déterminants d'utilisation qui sont assez importants là, pour savoir comment utiliser véritablement ces systèmes de représentation des connaissances-là. Et aujourd'hui, en 2022, la CIM 11 est là. Et ils ont pu l'implémenter en 2019 et il faut déjà changer parce que la CIM 10 ne sera plus mise à jour par l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, il existe un temps phénoménal là. L'OMS pense que ça prendra au minimum 5 années pour les systèmes de santé qui sont dans l'OCDE de mettre en place une nouvelle version de la CIM. Donc, on s'intéresse aussi à voir quels sont les facteurs qui vont permettre en fait l'implémentation beaucoup plus rapide en fait des nouvelles versions des systèmes de représentation des connaissances. Donc voilà, alors il s'agit beaucoup de technologies de traitement automatique de la langue qui sont essentielles pour la standardisation, la structuration, etc. Ce n'est pas parce que les technologies avancées n'existent pas, mais nous avons une réalité organisationnelle dans le domaine de la santé qui demande des supports, de standards, etc. On s'intéresse de plus en plus à croiser des données hétérogènes provenant de différentes sources. C'est pourquoi les standards sont plus ou moins essentiels là. Et comme vous verrez, les ontologies, c'est souvent une approche très classique là, dans l'IA, c'est une approche souvent considérée comme symbolique, mais de plus en plus, ils sont utilisés comme support avec des approches d'apprentissage des méthodologies beaucoup plus avancées, d'apprentissage machine, d'apprentissage profond pour que cela puisse fonctionner. Voilà, donc j'ai essayé de faire une présentation de 30 minutes pour vous montrer plus ou moins le champ de recherche dans lequel je suis, les projets que nous sommes en train de mener, le futur que nous sommes en train d'entrevoir et puis il me fera plaisir de discuter avec vous et puis de prendre vos questions. Ben, en fait, on pourrait passer à la période de questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou bien j'ai été trop rapide. Vous n'avez pas de questions pour moi? J'ai été trop clair? Bonjour, c'est Isabelle Boucoiran. Moi, j'ai des questions. Oui, allez-y, je vous écoute. Déjà, félicitations pour tout ce travail, c'est passionnant. Et juste pour vous dire, moi, je suis obstétricienne, gynécologue à Sainte-Justine. Okay. Et je travaille en ce moment à développer un projet de banque de données à travers plusieurs centres qui font des grossesses à risque au Québec. Okay. On se heurte à souvent des embûches. Donc, j'avais une question pour vous par rapport au projet que vous avez de données de laboratoire centralisées pour tout le Québec. Oui. Est-ce que c'est des données qui vont garder des identifiants et qui pourront être utilisées pour la recherche couplée avec d'autres données? C'est quoi la vision de ce projet? Alors, la vision, parce que Nosetec a eu le mandat du ministère là, pour croiser les données, pour la retransmettre, parce qu'ils en avaient besoin dans le cadre de la COVID-19.
de pouvoir avoir accès à cette information. Et donc, ils ont fait beaucoup de traitements manuels pour pouvoir le faire. Quand on discutait avec eux, il fallait regarder les codes, il fallait le faire manuellement, faire des règles plus ou moins bizarres pour pouvoir inférer en fait le résultat. Ça leur a pris beaucoup de temps alors qu'il faudrait avoir une approche beaucoup plus générique. Donc, nous quand ils nous ont contactés pour les aider dans le processus de standardisation, on a dit, écoutez, on va mettre en place des technologies faisant en sorte que si vous êtes intéressé à l'utilisation, si le ministère, notamment à travers les lois qui sont en train d'apparaître là, sur la loi, l'APL 19, etc., qui vont permettre une réutilisation des données, si le ministère veut potentiellement centraliser ces résultats de laboratoire et pour que les gens puissent faire des requêtes facilement là-dessus, nous, on va faire le processus de standardisation en utilisant la LOINC. Donc, qu'est-ce que nous, on a décidé de faire dans le cadre de projets de Azadeh, c'est de faire d'abord une anonymisation de ces résultats de laboratoire. Parce que ce qui se passe, c'est que en fait, les fichiers sont envoyés tels quels. Là, c'est des fichiers HL7V2. Hein, c'est tel quel. Là. Il y a toutes les informations nécessaires pour reconnaître le patient. Donc, nous, le projet de maîtrise d'Azadeh, ce sera donc de faire en sorte de pseudonymiser. Moi, je n'aime pas le mot anonymiser, même si je sais que c'est partout dans les textes de loi, il ne faut pas être capable de réidentifier, etc. Mais nous, on a décidé de pseudonymiser parce qu'il s'agit d'examens de laboratoire. Donc, pourquoi est-ce que je vais supprimer le sexe, par exemple, comme élément d'identification alors que j'ai à côté des données génétiques de laboratoire? Qui est le plus identifiant entre les deux, là, entre enlever le sexe ou les éléments génétiques voilà, c'est un peu ce questionnement qui est là. Et par rapport à la qualité technique d'anonymiser. C'est pour ça que moi, j'utilise le mot pseudonymisation. Donc, on essaye déjà de pseudonymiser pour pouvoir ensuite être capable de faire ce processus de standardisation. Une fois que la standardisation sera faite, potentiellement, en fonction du besoin certainement du ministère ou de l'entreprise, si c'est pour mettre en place une base centralisée, ça sera fait. Sinon, en fait, on aura déjà le processus de traitement à la source des données provenant des différents laboratoires du Québec. Donc, ça a été fait, le pont pour réaliser cela, ça a été fait justement grâce à Ivado qui s'intéresse beaucoup à mettre en lien les chercheurs avec les industriels qui ont des besoins très concrets là, et puis ils sont avec la LOINC, qui ne savent pas comment la faire. Il y a des codes venant de partout, chacun écrit avec un nom spécifique son code, chacun présente les résultats de différentes façons. Il y en a qui mettent négatif, il y en a qui mettent neg, voilà, il y a tout ce processus-là qu'il faut pouvoir le faire et pouvoir automatiser en fait à la fois l'intégration et la standardisation de ces données-là. Après, le projet n'est pas de créer une biobanque pour l'instant là, mais c'est de rendre possible la création de cette biobanque si le besoin se faisait sentir. Merci beaucoup pour la clarification. Je vous en prie. Professeur Nikema, il y avait votre collègue, professeur Sourial, qui a demandé en chat, pourriez-vous nous en dire plus sur les méthodes utilisées pour analyser le texte libre? Alors, pour les méthodes d'extraction de texte libre, nous créons ce qu'on appelle des annotateurs. On crée des annotateurs et les annotateurs, on les appelle des annotateurs basés sur des ontologies. C'est le processus que j'ai présenté là et la plupart du temps, c'est des processus d'apprentissage profond. C'est des méthodes assez complexes là, c'est des architectures telles que BERT. Nous testons aussi du BLSTM, c'est des architectures comme ça que nous essayons de faire pour faire en sorte qu'on retrouve dans le texte libre, en fait, les éléments de données en faisant des stratégies de vectorisation plus ou moins avancées. Mais c'est de l'apprentissage profond pour être capable de le faire là. Mais voilà, c'est ça. C'est ce que, en fait, est en train de mettre en place notre équipe plurielle avec James, Alexandre aussi va intervenir à l'intérieur pour être capable de créer des annotateurs. On essaie de faire des annotateurs génériques, là, à la fois pour le texte libre de laboratoire, mais également pour le médicament, pour faire cette extraction, suivant la démarche que je vous ai présentée de façon imagée, parce que je ne voulais pas rentrer, parce que connaissant pas le public des gens, je ne voulais pas rentrer dans les détails techniques des architectures d'apprentissage que nous sommes en train de mettre en place, mais c'est vraiment cette stratégie-là. Faire de la recherche d'entités nommées, identifier, je parle de substances, etc., en utilisant des apprentissages profonds, et après faire cette annotation en sachant exactement de quoi il s'agit dans le texte. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Nadia. Merci, Jean-Noël. Je n'ai pas ma caméra, mais merci.
C'est génial, j'aimerais ça prendre un cours sur l'apprentissage profond, là, ça semble super intriguant. Moi, je voulais juste savoir, est-ce que dans ces méthodes-là, on vient calculer des paramètres de prédiction pour savoir à quel point on est capable, avec ces méthodes-là, de bien prédire l'information qui est dans le texte libre? Est-ce qu'on a des paramètres de ce type-là? Oui, ben, on a des paramètres. Il y a des gens qui s'intéressent à tester aussi plus ou moins quelle est la bonne méthode. Là. J'utilise telle méthode, je vérifie. Moi, j'affirme que c'est bon là parce que j'ai déjà du texte à noter. Je mets en place mon algorithme d'apprentissage et puis je vous dis oui, il prédit à 90% la courbe ROC, elle est exceptionnelle. Et après, on le teste encore sur d'autres jets de données. D'autres vont vous dire alors ça ne fonctionne pas. Donc, la réalité, c'est que ça marche une fois sur deux. Et on va se dire ça comme ça. Là. Il y a des gens qui vont dire alors moi, j'utilise des méthodes de vectorisation spécialisées. J'utilise que des textes médicaux pour faire ma vectorisation de mots. D'autres vont vous dire alors ça ne marche pas très bien. Utilisons la vectorisation faite par Google, qui est beaucoup plus générique, etc. Ça marche très, très bien. Donc, on a plein d'articles, ça apparaît dans tous les sens qui nous disent, une fois sur deux, je préfère utiliser ça plutôt qu'un autre, etc. Donc, on a encore du chemin là en termes. L'essentiel, c'est que ça existe là. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est réutiliser ces méthodes-là, parce qu'on ne crée pas de méthodes en tant que tel. On utilise déjà des architectures déjà toutes faites pour essayer de les implémenter et ajouter au-delà de ça des stratégies d'interprétation du résultat et des mécanismes en utilisant justement la structure ontologique pour être capable de mieux interpréter en fait la recherche d'entités nommées que nous faisons, les annotations que nous faisons pour inférer juste, pour faire ce qu'on appelle comment ils appellent ça, du repair process, corriger en fait. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut faire parce que tout le monde vous dira que leurs algorithmes sont performants, ça fonctionne très bien. Mais quand on réfléchit dans le processus pour le lancer en vie réelle, il faut ajouter des méthodes additionnelles à tout ça là. Et en fait, moi, j'espère pouvoir avoir des réponses grâce au support ontologique qui vont nous permettre d'avoir la réponse juste en scindant les éléments. Si je peux repartager rapidement mon écran, c'est ce que ça signifiait ici. Je peux te montrer. C'est ce que ça signifiait ici, parce que quand je fais de la recherche d'entités nommées, je peux la faire pour ce qu'on appelle les éléments définitionnels, savoir que ça, c'est du ramipril, que ça, c'est tablette, que ça, c'est un dosage, etc. Ça, c'est un premier niveau de validation. Et après, je vais voir si, en utilisant la structure ontologique, par exemple, de l'ontologie que j'avais, je suis capable de faire apparaître en fait un médicament générique ici. Là. Ça, ce n'est pas une recherche d'entité nommée directe qui va se faire pour trouver ce médicament-là, mais c'est vraiment partir des éléments définitionnels, coupler ça avec une inférence sur une structure ontologique pour voir si ça fait du sens. Et ça, en fait, ça nous permet en fait d'avoir le repère process attendu pour être sûr qu'en fait, on parle bien d'un médicament et pas véritablement de quelque chose d'autre que en fait, les algorithmes d'apprentissage profond ne mettent pas toujours en évidence. Super intéressant. Merci, Jean-Noël. Je t'en prie. D'autres questions pour moi? Alors, je pense qu'on a donc fait le tour. J'espère que ça a été intéressant pour vous d'avoir cette présentation sur ce que nous sommes en train de faire, plus ou moins. Je pense que pour moi, je trouve que c'est des enjeux actuels là parce que… Oui, désolé. Désolée, je me demandais, est-ce que vous êtes en contact avec les gens qui travaillent sur les lacs de données actuellement dans les différents centres hospitaliers comme au CHUM, à Sainte-Justine, au CUSUM, en tout cas ceux que je connais là. Est-ce que vous travaillez avec ces équipes-là? Alors, on ne travaille pas directement, mais par exemple, dans le cadre du projet Attache que nous avons développé pour la standardisation, pour la validation de OCRX et puis de GraphLogic, là, c'est un projet Ivado qui se fait avec l'équipe Citadel, l'équipe de Coda, l'équipe d'autres acteurs du domaine, là, pour être sûr que nous sommes capables, en fait, une fois que c'est validé, d'utiliser des données de vie réelle pour que ça fonctionne bien. Donc, oui, il y a une collaboration qui se fait de plus en plus. J'espère que ça va s'accentuer là avec Coda. Mais moi, j'ai aussi une ambition très canadienne, là, je vais la faire comme ça. Donc, nous sommes en réflexion. Certainement, on va réfléchir aussi avec Sainte-Justine. Je suis en contact, par exemple, avec Philippe Jouvet, qui est très actif dans le domaine
et à Sainte-Justine pour voir un peu qu'est-ce qui se passe avec les entrepôts de données qui sont en train de générer. J'ai pris contact avec l'Ontario qui ont mis en place un réseau interhospitalier Gemini qui ont en réalité les mêmes problématiques. Quand on présente l'outil que nous sommes en train de mettre en place, ils sont en mode oui, c'est de ça qu'on a besoin, d'assez générique pour utiliser là. Donc, je pense qu'il y a, on va dire, il y a un marché là pour ce que nous sommes en train de mettre en place, mais le réseautage est en train de se faire plus ou moins progressivement là pour en faire en sorte que ça fonctionne. Mais oui, c'est... Parfait, oui, parce que moi, je travaille avec les gens de l'univers informationnel à Sainte-Justine, mais aussi avec d'autres acteurs. Et effectivement, par exemple, la question c'est la reconnaissance des textes des champs libres, c'est un problème qu'on a beaucoup. Bon, déjà, tout n'est pas numérisé, tout n'est pas informatisé dans les dossiers médicaux au Québec, malheureusement, et loin de là, mais même qui est disponible informatisé. Moi, dans mon champ, par exemple, il y a les rapports d'échographie anténatale. On peut avoir écrit pas de quelque chose ou quelque chose, puis là, il faut être capable de savoir si vraiment il y a l'anomalie congénitale ou pas, et rien que ça, pour l'instant, c'est pas gagné. Donc, Oui. j'espère que des gens comme vous vont se rejoindre aux efforts en cours pour qu'on puisse avoir des données exploitables en anténatal, en tout cas. Ben, j'espère surtout là, avoir des étudiants. Je discute aussi, par exemple, avec Nicolas Bertrand, là, qui est intéressé par tous ces processus de standardisation. Ben, c'est un effort pluriel. Là, on ne peut pas tout faire en même temps. On a envie de pouvoir se déployer. Bon, déjà, avec les peu de projets que j'ai, je commence déjà à être, on va dire, un peu saturé. Mais il existe un besoin, là, et il faut de plus en plus d'acteurs dans ce sens-là qui vont aider localement, mais également participer dans les secteurs intermédiaires, au niveau d'Inforoute Santé, au niveau du ministère de la Santé, pour qu'il y ait des gens qui puissent déjà communiquer le même langage, ils comprennent déjà la problématique. Ce n'est pas quelque chose de simple à mettre en place là. Ce n'est pas juste technique. Il y a un besoin d'avoir suffisamment de recul, comprendre les limites de ce qui existe pour créer les bonnes technologies adaptées à ce besoin-là. Donc, il faut de plus en plus d'étudiants, certainement, qui vont nous aider dans le sens de la standardisation des données et puis de produire des données de qualité. Donc, si je n'ai pas d'autres questions, je vais vous remercier d'avoir pris votre midi, votre temps de lunch pour être là. Je voulais m'excuser à nouveau là parce que je suis à distance. C'était censé être en présentiel, mais malheureusement, je suis à Québec aujourd'hui. Donc, je vous fais la présentation à distance. J'espère qu'on va se retrouver quand même dans les couloirs de l'ESPOM pour pouvoir discuter et puis potentiellement partager des projets tous ensemble.